Je refuse de payer la dette capitaliste. Les patriciens, les riches aristocrates, les grands propriétaires, les grands patrons et les rentiers capitalistes sont l'image même de l'incompétence dans la gestion de l'intérêt général. Depuis toujours, ils confisquent la décision collective, le pouvoir et les administrations, et ils ne prennent de risques que pour leur propre compte. Je ne vois pas pourquoi je devrais payer leurs dettes. Ils nous privent de services publics, ils rejettent au chômage tous ceux qui leur coûtent trop cher. Ils nous accusent, nous les peuples, d'être trop dépensiers, trop paresseux et trop indisciplinés, et ils nous disent qu'il faut bien que nous reconnaissions que nous sommes en crise. Les technocrates veulent nous convaincre qu'il faut être savant pour agir, et que si on ne l'est pas, il faut les laisser faire. Les moralistes nous disent que toutes nos difficultés sont dues à la fripouillerie de banquiers et de politiciens véreux, et que, en conduisant les affaires avec intégrité, les choses peuvent s'arranger, à condition qu'on y mette du nôtre. Non, c'est le système lui-même qui est pourri et il faut le changer. Comme toujours, les solutions que les partis politiques conservateurs ou réformistes nous proposent ne feront que reporter les difficultés à un peu plus tard. L'histoire est là pour nous rappeler que ce que nous vivons en ce moment est récurrent, que la politique dont nous devons subir les conséquences douloureuses porte même un nom. On la nomme politique de déflation. Et la dernière période au cours de laquelle on l'a vue à l'œuvre en Europe a couru des années 1920 à 1945 avec les sinistres effets que l'on connaît. C'est chaque fois la même chose. Nous allons montrer que leur crise financière et que leur endettement n'est rien d'autre que le triste résultat logique de l'accumulation d'énormes quantités d'argent liquide dans les mains d'un petit nombre. Une crise de surproduction monétaire. À partir de 1945, de plus en plus d'argent liquide sur le marché. De 1945 à 1952, l'Europe est envahie par une masse de 100 milliards de dollars, en valeur actuelle, au titre du plan Marshall. Ces fonds sont versés au gouvernement qui les redistribue sous forme d'investissements directs et d'aide à l'investissement des entreprises, ce qui a pour effet de gonfler considérablement les liquidités dont les entrepreneurs et rentiers peuvent disposer sur les marchés européens. De 1950 à la fin des années 70, l'Union soviétique dépose sur les banques installées à Londres des dizaines de milliards de dollars provenant pour une large partie de la vente de l'or, du pétrole et du gaz sur les marchés occidentaux. Ces capitaux alimentent des opérations financières hors de tout contrôle des États-Unis et constituent ce que l'on a appelé les eurodollars. Ces fonds sont placés à Londres, où les plus grandes banques d'affaires du monde ont des agences, car les soviétiques craignent le gel de leurs comptes par les autorités américaines s'ils les placent aux États-Unis. À partir de 1970, les prix du baril de pétrole se mettent à monter régulièrement. 1,90 $ en 1972, 34 $ en 1981 et plus de 140 $ en 2008. Les royalties versées en dollars par les compagnies pétrolières au gouvernement des pays où elles extraient le pétrole ne peuvent pas être absorbées sur place et sont stockées sur des comptes bancaires en Europe où ils alimentent les marchés financiers sous le nom de pétrodollars. L'Europe abrite alors une énorme quantité de dollars américains qui ne peuvent pas être placés aux États-Unis parce que les autorités américaines n'en veulent pas chez elles. Premièrement, ces dollars ne correspondent à aucun accroissement de biens et de services aux États-Unis d'Amérique. Ils ne sont que le résultat du seul jeu de l'offre et de la demande, et il est hors de question de les laisser risquer de déclencher une inflation en Amérique. Deuxièmement, parce qu'il est hors de question aussi de laisser les banques européennes venir faire concurrence aux banques américaines sur le marché américain. Troisièmement, les accords de Bretton Woods en 1944 ont mis en place le système monétaire international et ont posé que les fonds privés ne peuvent pas être prêtés au gouvernement autrement qu'en échange de titres dont les taux sont fixés par les États eux-mêmes. De plus, une disposition de la Réserve fédérale américaine, connue sous le nom de réglementation Q, plafonne les taux d'intérêt que les établissements de crédit peuvent servir sur les dépôts à vue et à terme,
et interdit de rémunérer les dépôts à vue effectués par les banques. Il n'y a donc aucune opportunité marchande pour les banques européennes sur les marchés américains. Et, en conséquence, les banquiers, les financiers et les courtiers européens vont faire circuler ces dollars en Europe et en Asie hors du contrôle administratif américain. C'est la source externe d'une surproduction de monnaie en Europe. Dans le même temps, et de façon parfaitement logique, les États ont émis d'énormes quantités de billets de banque centrale pour accompagner la croissance des facteurs entre 1945 et 1970. C'est la source interne de la surproduction de la monnaie en Europe. Or, la monnaie des capitalistes est une marchandise. Plus il y en a sur le marché, et moins elle coûte cher. Et comme nous allons le voir, moins la monnaie coûte cher, et plus les prix montent. Cet afflux de monnaie centrale a donc déclenché des inflations parfois spectaculaires, 5,5% en moyenne, avec des pics à 20%. C'est ce qu'on appelle l'érosion monétaire. Pour des raisons qu'on va essayer de faire apparaître, les épargnants professionnels ont été horrifiés et scandalisés de voir ainsi s'éroder leur pouvoir. Ce sont les effets de leur réaction qui sont à l'origine de la crise actuelle. D'après le recensement 2011 de la revue Forbes, il y aurait actuellement dans le monde 1210 milliardaires ou multimilliardaires et 11 millions de millionnaires ou multimillionnaires, tandis que la planète abrite 7 milliards d'habitants. Il ne peut être que sidérant de constater combien un si petit nombre de gens peut pourrir la vie d'une telle multitude. À partir de 1970, les riches du monde entier ont voulu profiter à l'extrême de l'extraordinaire période de croissance technologique issue de la Seconde Guerre mondiale. En raison d'une idéologie réactionnaire, ils ont transformé le désir d'internationalisme des peuples en une mondialisation marchande où tout le monde fait concurrence à tout le monde. Ils refusent l'État, les impôts et les réglementations. Tout doit passer par le marché et ils ont engagé un processus d'endettement privé jamais vu dans l'histoire. Dès l'annonce du programme keynésien de Franklin Roosevelt en 1933, les riches possédants libéraux américains ont produit une contre-théorie libérale, défendue et développée par des économistes regroupés au sein d'une équipe qui s'est autoproclamée École monétariste de Chicago ou encore École autrichienne d'économie, et ont mis tout en œuvre pour faire échouer une politique qu'ils considéraient comme menant tout droit au communisme. Ils se sont déchaînés entre 1935 et 1945 et ont soutenu ouvertement Hitler et Mussolini contre leur peuple. Ils s'opposent à toute forme de partage des richesses produites et du pouvoir qui les accompagne. Ils ont organisé en 1938 un célèbre colloque qui porte le nom de colloque Walter Lippmann et qui a scellé une alliance des riches destinée à faire pression sur les gouvernements dans le but d'installer un libéralisme absolu et un anti-étatisme forcené sur la terre entière. En 1945, la puissance de l'URSS et la peur du communisme en Europe les obligent à réduire leur expression médiatique, mais ils fédèrent le grand patronat et les hommes d'affaires européens en créant discrètement la Société du Mont Pèlerin en 1947 et le groupe de Bilderberg en 1952. Et ils se donnent par là le moyen d'intervenir constamment et secrètement auprès des chefs d'État et de gouvernement européens pour les forcer à modérer leurs décisions d'aspiration socialiste ou seulement régulatrices. La pression ne suffisant pas encore, ils multiplient les clubs et associations qui se livrent à la mise en place d'un gigantesque système de corruption des responsables politiques, des journalistes et des intellectuels. Le plus actif de ces clubs est fondé en 1973 sous le nom de Commission trilatérale. Pour se rendre maître de l'économie et des pouvoirs européens,
contrôler et casser les organisations de travailleurs salariés, ils ont détourné le rêve humaniste d'une Europe des peuples déjà chanté par Victor Hugo et ont imposé la communauté économique européenne à l'origine de l'Union européenne. Par l'intermédiaire des banques européennes qu'ils contrôlent, la petite poignée de milliardaires place ces hommes de paille dans tous les rouages du pouvoir, et bien évidemment là où ses intérêts sont les plus difficiles à satisfaire. Elle est parvenue à imposer l'un de ceux-là à De Gaulle, qui en fera son Premier ministre alors que, en 1962, le grand public ne connaît pas, et a fortiori ne sait pas pourquoi, ce Georges Pompidou devient Premier ministre. Avec Pompidou, le monde des affaires s'est emparé des institutions de la Ve République française. L'intention d'effacer toutes les dispositions mises en place sous la conduite du Conseil national de la Résistance est à peine masquée, et elle est évidente aux yeux de ceux qui savent décrypter ces stratégies. Ce n'est pas parce qu'on entre dans une place forte aussi bien gardée que la République française donnée comme modèle de l'État-providence et du droit social qu'on en retire tout de suite les fruits que l'on convoite. Il faut du temps, beaucoup d'énergie politique et de la patience. Où les riches épargnants se trouvent-ils? Ils sont à quelque chose près localisés sur ces deux cartes. Nos cartographes y sont allés un peu à la louche, mais cela donne une idée. Sur la figure de gauche, voici la localisation des millionnaires et multimillionnaires. Il y en a vraiment beaucoup aux États-Unis d'Amérique, car il faut lire 3 104 000. Mais il y en a pas mal non plus en Allemagne, 924 000, en Grande-Bretagne, 450 000, ou en France, 396 000. Sur la figure de droite, voici les milliardaires. 400 aux États-Unis, 400 en Chine, 100 en Inde. Mais regardons bien aussi. 53 en Allemagne, 29 en Grande-Bretagne et 12 en France. Mais au fait, pourquoi avoir tant prêté de capitaux à des pays comme la Grèce ou à la Thaïlande? Eh bien parce que c'est pourtant évident. Les riches rentiers ont les moyens de la patience, mais certains d'entre eux doivent sentir que le moment est venu. Ils ont peur de perdre l'instrument de leur puissance, l'argent. Et ils sont de plus en plus arrogants, de plus en plus fébriles, de plus en plus brutaux et de plus en plus exigeants. Puisqu'il est question de monnaie, dans cette crise, commençons par repérer à quoi est destinée la monnaie. Elle est distribuée par les banques et détenue par les salariés, les entrepreneurs de toutes sortes et les rentiers, c'est-à-dire des propriétaires fonciers qui perçoivent des loyers et des fermages, ou bien des détenteurs d'actions, d'obligations, de bons du trésor, de titres d'emprunt d'État, et de tous les titulaires de ces comptes bancaires sur lesquels ils ont placé des fonds d'épargne, parts de SICAV, plans d'épargne en actions et autres trucs du même genre. La monnaie est d'abord destinée à la consommation, dont le prix contient une part non négligeable d'impôts indirects. La TVA, la taxe intérieure sur les produits pétroliers, les taxes sur l'alcool et le tabac, etc. Près de 60% des ressources de l'État. Pour les ménages qui le peuvent, en gros la moitié des ménages, la monnaie est ensuite utilisée pour payer l'impôt direct, l'impôt sur le revenu. Enfin, quand il en reste encore un peu dans le porte-monnaie, la monnaie se dirige vers l'épargne. La monnaie de consommation est orientée vers le marché productif en passant par l'intermédiaire des banques commerciales qui sont des instruments destinés à faire circuler les moyens de paiement. Sans elles, nos sociétés complexes ne peuvent pas fonctionner. Les recettes fiscales sont collectées par le Trésor public et, en France, la Caisse des dépôts et consignations, un organisme créé en 1816 et placé sous le contrôle du Parlement. Une partie de l'épargne est forcée et collectée par les URSSAF, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, et les compagnies d'assurance pour les maisons, voitures, responsabilités civiles, etc.
L'autre partie de l'épargne est volontaire et est collectée par les caisses d'épargne pour les petits épargnants qui déposent une partie de leurs fonds à la Caisse des dépôts et consignations. Puis, et là on commence à voir se manifester les riches, les compagnies d'assurance, mutuelles, assurances complémentaires, assurance vie, couverture de risques de toutes sortes, et les fonds spéculatifs. Fonds d'investissement, sociétés de capital risque, fonds communs de placement, fonds de pension, fonds de couverture, les fameux hedge funds, qui assurent les prêts interbancaires. Ces quatre organismes constituant les organismes financiers non bancaires et qui ont pour mission d'assurer la circulation des capitaux dans le système économique et social capitaliste. Les fonds collectés par le Trésor et la Caisse des dépôts sont destinés au financement des activités de la puissance publique et aux équipements structurels. Rémunération des fonctionnaires et du personnel de l'État, gestion des services publics comme l'enseignement, la santé, la sécurité, etc. Investissements publics comme les routes, les ponts, les ports, les aéroports, équipement des collectivités locales, etc., etc. Les fonds collectés par les trois orientations de l'épargne sont destinés à produire des allocations en revenus. Trop d'argent tue l'argent. L'inflation des prix et des salaires diminue le taux de profit des employeurs. S'il y a trop de monnaie sur le marché, les prix montent. Et sous la pression syndicale, lorsque les conditions politiques s'y prêtent, les salaires ont tendance à monter pour compenser la hausse des prix. Suite à l'instauration d'un État keynésien contrôlé sévèrement par les mouvements sociaux, l'afflux extraordinaire de dollars américains en Europe a créé des tensions inflationnistes considérables et les prix et les salaires se sont mis à monter sans arrêt et plus ou moins régulièrement entre 1945 et 1990. Les patrons n'ont pas du tout aimé cette situation qui les empêchait de profiter de la hausse des prix. Dans le même temps, parce que l'inflation fait perdre de la valeur à la monnaie épargnée, les épargnants professionnels ont crié au scandale. De 1960 à 1971, les riches européens ont réclamé aux États-Unis d'Amérique de supporter la responsabilité des dollars émis en trop grande quantité et leur ont fait transformer les dollars en or. En 1971, les autorités financières américaines ont mis fin à ces transferts. À ceux qui voulaient encore faire pression sur les États-Unis pour transformer en or les dollars qu'ils détenaient, le secrétaire américain au Trésor John Connally aurait répondu cette formule devenue célèbre: « Le dollar est notre devise et votre problème ». L'inflation et l'épargne sont incompatibles. On comprend que lorsque les prix montent, la valeur de la monnaie diminue, et que ce phénomène a de quoi terroriser ceux qui mettent de l'argent de côté, bref, qui épargnent. On comprend aussi assez intuitivement que lorsqu'il y a plus de monnaie en circulation dans le public, ceux qui vendent des biens ou des services aimeraient bien profiter de ce surplus de monnaie en vendant plus cher leurs biens et leurs services. On comprend alors que lorsque les salariés constatent qu'il y a beaucoup d'argent du côté des vendeurs, ils vont faire pression pour qu'on accroisse le montant de leur salaire, de façon que leur pouvoir d'achat s'accroisse lui aussi. Mais voilà, hausse des prix plus hausse des salaires égale inflation. Et fin du rêve des possédants à augmenter facilement la quantité d'argent qu'ils vont retirer de leurs activités. Pour compenser la perte de la valeur de l'argent liquide épargné, il faut le prêter, de telle sorte que les intérêts que l'on en retirera compensent la perte. Les gouvernements les plus puissants de la planète capitaliste ont fait le choix de protéger les banquiers et les super épargnants parce que l'inflation est la terreur de ceux qui stockent de l'argent liquide. Les 13 et 14 décembre 1971, Pompidou et Nixon, derrière lesquels on trouve les groupes financiers Rothschild et Rockefeller, se rencontrent aux Açores pour mettre fin au système monétaire international. Les États-Unis d'Amérique sont dégagés de l'obligation d'échanger à vue les dollars contre de l'or.
Les autres États du monde devront s'adresser au marché privé pour leur acheter de l'or ou des dollars. Le 3 janvier 1973, l'article 25 de la loi dite Pompidou-Giscard stipule que le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France. De fait, l'État français est placé dans l'obligation d'emprunter des fonds au réseau des banques commerciales, même s'il est inexact de dire qu'avant cette loi, l'État pouvait se financer librement auprès de la Banque centrale. La masse monétaire en circulation sera désormais composée des seuls capitaux accumulés pendant la période 1945-1970. Pour empêcher l'inflation par l'accroissement de la masse monétaire centrale, les États cesseront d'émettre de la monnaie centrale et vont se financer sur les marchés bancaires privés qui regorgent de fonds. Les intérêts vont donc arriver en énorme quantité chez les riches et le tour est joué. Trois principes de gestion avaient été affirmés lors des accords de Bretton Woods en 1944 pour un système monétaire international viable. Premier principe, le crédit bancaire doit être encadré. Or, les libéraux considèrent que c'est une atteinte à la liberté. Deuxième principe, l'État doit avoir pour mission de faciliter la consommation de masse pour le bien-être, la santé et la sécurité des personnes. Or, les libéraux considèrent que l'État est un prédateur qui dépense l'argent pour son propre compte. Troisième principe, les fruits de la croissance doivent être redistribués de la façon la plus harmonieuse possible, et seul l'État en a la capacité parce qu'il est en principe neutre. Or, les libéraux considèrent que l'État doit être au service de ceux qui font l'économie. Les libéraux ont par définition horreur des principes keynésiens de Bretton Woods parce qu'ils les obligent à partager leurs profits. De 1945 à 2000, les riches se sont considérablement enrichis. Pendant la reconstruction d'après-guerre, ils ont laissé faire les États keynésiens puisqu'ils leur ont fait gagner beaucoup d'argent et qu'ils éloignaient le risque supposé d'une évolution communiste en Europe. Mais les coffres-forts des épargnants professionnels libéraux se sont mis à regorger d'argent liquide et à déclencher de gigantesques mouvements inflationnistes. Alors, partout, dès le début des années 70, ils s'en sont pris à l'État pour casser sa capacité à redistribuer les revenus dans le but de mener des politiques à long terme. Ils ont pris peur et la mécanique keynésienne leur est redevenue insupportable. Il fallait stopper l'accroissement du revenu des salariés et récupérer le maximum d'argent par la consommation pour stopper l'érosion de leurs capitaux en réserve. Par peur de l'inflation, ils se prêtent d'énormes quantités de capitaux sans autre but que de faire circuler des fonds entre eux et ils ont fabriqué un monstre financier. L'histoire des 19e et 20e siècles est là pour en donner la preuve. Chaque fois que les rentiers, les grands patrons et les financiers ont peur de perdre leur argent et leur pouvoir dominant, ils deviennent infiniment dangereux. Ils veulent détruire la République, refusent la démocratie et sont stupidement prêts à acheter tous les aventuriers politiques en leur fournissant les moyens politiques et budgétaires de projets sauvages, absurdes et criminels, pourvu qu'ils leur rapportent des profits. Il suffit de lire ce qu'a trouvé Annie Lacroix-Rize pour la France et l'Allemagne dans la période 1920-1945 pour s'en convaincre. De nouveau, la République est en danger. La dette capitaliste est illégitime et odieuse. Une dette est illégitime lorsqu'elle trouve son origine dans des considérations qui n'ont rien à voir avec les attentes de ceux qui devront la rembourser. Une dette est odieuse quand elle est contractée pour détériorer le sort de ceux qui sont contraints de la rembourser. La dette qui frappe tous les pays du monde est odieuse. Depuis 1970, les gouvernements libéraux endettent leurs États par pure cupidité et avidité des puissants du capitalisme. Souvenons-nous du président Thomas Sankara,
qui avait tant choqué les créanciers européens de l'Afrique en annonçant qu'il n'avait pas l'intention de rembourser la dette de son État, et qu'il en a été assassiné en 1987. Mais tout ce qui nous arrive aujourd'hui, à nous les peuples du monde, est pourtant décrit en détail dans ces deux livres du magistrat Jean de Maillard. Le premier date de 2000 et le second de 2001. Nous ne pouvons pas dire que nous ne savions pas. Ce qu'ils ont fait avec la monnaie. Avant 1973, on voit bien que le pivot du système keynésien est la Banque centrale. Elle émet de la monnaie fiduciaire pour répondre aux besoins de l'État qui accompagnent la création de biens et de services. C'est ce qu'on appelle les concours à l'État. Les banques commerciales restituent à leurs clients les fonds qu'ils ont déposés sur leur guichet. Mais elles leur prêtent aussi des fonds dont le montant est déterminé en vertu d'un calcul mathématique qui établit le montant de ce qu'on appelle les réserves fractionnaires que les banques doivent conserver. En gros, dans le cas ordinaire, une banque commerciale peut prêter jusqu'à 15 fois le montant de ce qu'elle conserve dans ses caisses. La valeur des fonds prêtés à la clientèle commerciale est supportée par une monnaie purement fictive, créée par les banques, pour accompagner ces prêts. La monnaie scripturale, qui disparaît lorsque les emprunts sont remboursés par les clients. En revanche, les intérêts que perçoivent les banques et qui leur sont payés par leurs clients sont, eux, bien réels et s'accumulent dans les caisses des banques commerciales pour leur permettre ainsi de renouveler des prêts. Par ailleurs, la Banque centrale achète des créances aux banques commerciales. C'est ce qu'on appelle le réescompte. Ainsi, la Banque centrale fournit aux banques commerciales des réserves fiduciaires pour couvrir les fonds qu'elles prêtent à leurs clients et augmenter par là leur capacité à prêter de l'argent. La différence entre la valeur de ces créances et la quantité de monnaie que la Banque centrale fournit aux banques commerciales constitue ce qu'on appelle le taux d'intérêt directeur. Depuis 1945, les banques centrales sont solidaires les unes des autres. De proche en proche, les grosses opérations de financement peuvent être couvertes par la Banque mondiale elle-même. On comprend alors que les conditions fixées par la Banque mondiale peuvent se répercuter sur les conditions de chacune des banques centrales. En 1971, le ministre des Finances français, Valéry Giscard d'Estaing, introduit la procédure d'open market dans le système français. Cette procédure a été inventée aux États-Unis en 1913 et consiste à autoriser les banques centrales à prendre en pension pour quelques jours, quelques semaines ou quelques mois des titres dont la solidité est garantie et de fournir de l'argent liquide à leurs détenteurs pour la durée de cette pension. Ces prêts, en quelque sorte hypothécaires, doivent donner lieu au versement d'intérêts d'autant plus importants que la pension est longue. Alors qu'aux États-Unis, le système ne concerne que les banques centrales. La procédure a été appliquée en France pour les banques commerciales et a contribué à construire une machine infernale, comme la représente le magistrat Jean de Maillard et qu'on verra tout à l'heure. En 1973, la Banque centrale ne peut plus rien avancer à l'État. En quelques années, tous les gouvernements libéraux en Europe, puis les gouvernements du monde entier, ont appliqué ce système qui satisfait pleinement les financiers. On ne fait plus aucune différence entre l'argent qu'on doit protéger et l'argent qu'on peut risquer. On mélange tout. C'est ce qui, en termes techniques, fait la différence entre les banques de dépôt qui conservent de l'argent qui ne leur appartient pas et les banques d'affaires qui risquent de l'argent qu'on leur a prêté pour cela. Les banquiers et les financiers peuvent ainsi et librement se prêter des fonds en permanence pour produire les intérêts qui accroîtront la valeur des fonds qu'ils manipulent et qui augmenteront d'autant leurs fonds propres, bref, qui les enrichiront. Les fonds de pension japonais et anglais se sont rués sur le système, car les masses de capitaux détenues par les fonds spéculatifs et les compagnies d'assurance, qui ne reposent sur aucune production réelle, sont si volatiles qu'ils doivent absolument circuler pour compenser leur érosion. Ils ont prêté des fonds aux banques,
où on rachetait des entreprises largement bénéficiaires pour ensuite les revendre avec bénéfice aux banques qui augmentaient par là la valeur de leurs actifs et leur permettaient d'emprunter encore plus pour prêter encore plus. En 1998, on ajoute un étage au système des banques centrales, la Banque centrale européenne. Le montant des sommes mises en jeu dans les opérations spéculatives devient alors proprement inimaginable. On prête pour prêter. Ce ne sont pas les sommes qui sont prêtées qui importent, mais les intérêts qu'on peut en retirer et tous les gains en système d'assurance qu'on peut inventer pour que le système s'enroule à l'infini, les swaps par exemple. À chaque tour de roue, les rentiers engrangent les bénéfices avec lesquels ils construisent des yachts comme jamais, ils achètent des casinos, ils construisent des complexes résidentiels délirants pour les riches, etc. Toute cette mécanique absurde finance le bétonnage généralisé de la planète et la destruction systématique de l'environnement et des ressources non renouvelables. La porte est grand ouverte à ce qu'on appelle la titrisation, les emprunts virtuels et les emprunts toxiques, qui consistent à mélanger entre eux des titres provenant de sources complètement différentes et dont les garanties sont complètement différentes. On masque les faibles garanties par les garanties fortes. Bref, nous vivons aux ordres des menteurs et des bluffeurs des tables de casino, et ces bluffeurs et menteurs se sont déchaînés. C'est l'éclosion d'une société de l'endettement généralisé. Pour avoir une idée de ce que représentent les sommes mises en jeu, il suffit de comparer deux chiffres donnés par Ignacio Ramonet. Chaque année, l'économie réelle crée dans le monde une richesse, le produit intérieur brut, estimé à 45 000 milliards d'euros. Tandis que dans le même temps, à l'échelle planétaire, dans la sphère financière, les marchés mobilisent un volume de capitaux estimé à quelque 3,5 millions de milliards d'euros, c'est-à-dire 75 fois ce que produit l'économie réelle. Gavés de bénéfices et de bonus, les rentiers et les détenteurs de capitaux sont devenus ivres et prêts à tout pour accumuler des profits. Outre la barbarie avec laquelle ils se conduisent, en tirant profit des différentiels entre les conditions de travail dans la mondialisation, ils vivent d'une délinquance qui devrait être combattue par le plus grand nombre. Tous ces manipulateurs, et ceux pour le compte desquels ils travaillent, corrompent les gouvernements et leurs conseillers, de telle sorte que ces États empruntent d'énormes quantités de capitaux. Les États rembourseront avec les produits fiscaux dans une économie qui est en dehors de toute raison, considérant comme ne pouvant que croître. Les banques sont naturellement exposées au risque de défaut de ceux auxquels elles ont prêté de l'argent. Et sous le fallacieux prétexte qu'on ne peut pas laisser faire faillite de telles entreprises essentielles à l'économie, elles exigent des États qu'ils les recapitalisent chaque fois qu'elles ont pris trop de risques. Et parce que les membres des gouvernements appartiennent à la classe des rentiers, ça marche. La presse de grand public qu'ils contrôlent intégralement depuis toujours nous rabâche qu'il n'y a pas d'autre solution que de se soumettre à leurs exigences. C'est ce qu'on appelle une bulle financière. Comme l'illustre Jean de Maillard, avec l'aide de mathématiciens prodiges, les financiers et les banquiers ont transformé le système ancien en une extraordinaire machine bouillante dont la complexité n'a d'égal que l'illisibilité. Le souci des marchés financiers n'est pas de redistribuer les richesses produites par l'économie, mais d'assurer sa propre croissance, dit Jean de Maillard. Pour se protéger de l'inflation qui détruit leurs réserves en argent liquide, les financiers ont inventé une machine si complexe qu'elle est ingérable et qu'elle ouvre à des pratiques illégales et ou immorales. Les conseillers juridiques et fiscaux sont des fraudeurs au grand jour. Les maintenant fameuses agences de notation, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings, prétendent être des sociétés d'analyse de marché.
Non, ce sont des ententes entre entreprises financières, et cela aurait été considéré comme absolument illégal aux États-Unis, en France ou en Allemagne avant 1973. Elles sont là pour déstabiliser les opinions publiques et faire pression sur les gouvernements. On aurait pu les poursuivre comme on poursuit les espions, qui percent les secrets des projets de délibération gouvernementale et peuvent anticiper les décisions des États, ce qui peut être assimilé à des délits d'initiés ou à des actes de haute trahison. Les agences n'ont rien d'indépendant. L'agence de notation Fitch Ratings, par exemple, est contrôlée à 60% par les capitaux français de la holding Fimalac. Elle est dirigée par le milliardaire Marc-Eugène Charles Ladrette de Lacharrière, ex-PDG de L'Oréal, ancien administrateur de Saint-Élabo, du Crédit Lyonnais, d'Air France, de France Télécom et du Musée du Louvre. Actuellement administrateur du groupe Casino, de L'Oréal, de Renault et membre du conseil consultatif de la Banque de France. Bien entendu, ce personnage influent est membre du comité de direction du groupe Bilderberg, dont il est le président de la branche française. Le fameux triple A qui semble obséder les libéraux européens n'est rien d'autre qu'une machine à fabriquer de la peur pour que les peuples acceptent ce qu'ils n'auraient jamais accepté raisonnablement. Les rentiers ne veulent pas qu'une activité soit menée par l'État alors qu'elle pourrait rémunérer leur épargne. Ils vont donc tout faire pour échapper à l'impôt et mettre l'État dans l'impossibilité de remplir sa mission naturelle. En conséquence, ils vont s'emparer, pour en tirer profit, de tout ce qui représente une dépense forcée et inévitable pour les consommateurs. Équipements publics, eau, énergie, santé, éducation, transport, sécurité, etc. Les théories du marché naturellement équilibré, du libre-échange et de la concurrence libre et non faussée ne sont que des supercheries destinées à exploiter les peuples au profit de l'oligarchie des milliardaires. Les peuples n'ont que leur salaire pour vivre, et les riches possédants les tiennent à la gorge. Les rentiers sont d'autant plus puissants que les peuples ne s'unissent pas contre eux. Le rêve des capitalistes ruine tous les peuples qui les ont laissés s'emparer des pouvoirs publics. Les Africains, les Brésiliens, les Grecs, les Chiliens, les Argentins, mais aussi les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Allemands et les Français, tout comme les antiques Romains. Pour les capitalistes, plus l'équipement structurel coûtera cher en remboursement d'emprunts et en paiement d'intérêts, moins l'impôt des riches épargnants leur coûtera cher. Plus il faudra recourir à des politiques d'austérité et de restrictions budgétaires publiques. Plus il faudra réduire le montant des salaires et accroître l'impôt des consommateurs. Et plus les profits capitalistes s'accroîtront. Il faut les stopper. Si l'on supprime démocratiquement le mécanisme de l'open market, les banques vont redevenir à leur place de second rang. Et les choses seront un peu plus claires et surtout moins sujettes aux malversations des malfrats. Dans un tel système, il n'y a plus de spéculation légalement non contrôlée, et le réseau bancaire retrouve sa nécessaire combinaison. Aux banques de dépôt, les opérations sans risque et la circulation des moyens de paiement. Aux banques d'affaires, le financement des opérations risquées. Les unes comme les autres, placées sous la surveillance d'une banque centrale, elle-même étroitement liée avec l'État, pour financer ses anticipations budgétaires. Bref, c'est le recours au système régulé que les keynésiens avaient adopté. On comprend maintenant le sens des revendications énoncées par les collectifs citoyens ou les indignés pour sortir de la crise et renvoyer les fauteurs de crise à leur propre jeu. Il n'y a aucune raison que les peuples payent la facture de politiques stupides menées par des gens parfaitement incompétents en matière d'intérêt général. Qu'on cesse de nous prendre pour des imbéciles. Quand il y a trop d'argent sur un marché, il est très facile d'en récupérer le surplus. Voici une liste de toutes les idées qui me viennent et qui reposent sur 5 principes simples. Premier principe, par l'impôt direct, on retire aux riches l'argent qu'ils ont excessivement gagné. Deuxième principe,
Par le jeu d'une taxation intelligente, on dirige l'activité là où elle est utile à l'intérêt général. Troisième principe, par le jeu d'un système d'allocation juste, on assure le développement d'une consommation satisfaisante pour chacun. Quatrième principe, par le jeu d'un engagement sage de la puissance publique, on finance l'avenir à long terme et on se débarrasse de tout ce qui hypothèque la vie des générations qui nous suivent. Cinquième principe, par le moyen d'une démocratie pure, on permet à tous de prendre leur vie en main et on interdit à certains de confisquer le pouvoir pour gonfler leur seul compte en banque. Alors décidons-nous vite pour 1. Restaurer le prélèvement fiscal progressif, équilibré, cohérent et juste. 2. Réglementer sévèrement la profession de conseiller juridique et fiscal. 3. Réglementer tout aussi sévèrement les échanges de capitaux et mettre les paradis fiscaux hors la loi. 4. Replacer les banques commerciales sous contrôle de la puissance publique. 5. Organiser l'annulation de la dette publique. Effacer toute la partie légitime ou odieuse de la dette. 6. Renégocier le traité de Maastricht et annuler tous les suivants pour effacer les incohérences du statut de la Banque centrale européenne. 7. Donner la parole aux alternatives à la croissance des facteurs. 8. Procéder, en France, à l'élection d'une assemblée constituante pour replacer l'exécutif sous le contrôle du Parlement. Réaffirmer les principes républicains. 9. Supprimer les sociétés anonymes. 10. Garantir l'intégrité politique, un seul mandat à la fois et jamais 2 fois de suite le même mandat. Et 11. Dissoudre l'Organisation mondiale du commerce et réorganiser les échanges internationaux sur la base de la charte de la Havane de 1948. Et que ceux qui ne sont pas d'accord avec cela s'en aillent. Nous n'avons pas besoin d'eux. En revanche, si l'on décide de ne rien faire, alors il ne reste plus qu'à attendre que le système capitaliste s'effondre de lui-même. Mais ça peut être long. Merci. Et voici une liste d'ouvrages et de films dont je me suis inspiré et que je vous recommande.